à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, faux et usage de faux. Quand l'intelligence artificielle est prise en flag de trucage. Gros mots à venir et définition avec les deepfakes. Celle qui a une idée derrière la tech aujourd'hui, c'est Jeanne Dreyfus évidemment. Et Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous proposer de nous immerger littéralement dans les œuvres d'art. On parle de tendance à l'immersion qui est sensible dans les jeux vidéo, dans le divertissement, au théâtre, dans les expositions. Les arts visuels n'échappent pas à cette tendance. Suivez le guide avec Jeanne Dreyfus, bien évidemment. C'est la 33e semaine de la presse à l'école. Comment s'informer pour comprendre le monde, de la maternelle au lycée. On va apprendre à décoder l'actualité avec vous, Virginie Sassoon. Vous êtes la directrice adjointe du Clémy et c'est justement l'organisme qui mène cette journée, cette semaine, cette grande semaine aux côtés des enseignants, des journalistes, des formateurs. Vous allez nous en dire plus dans un instant. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis Hervé Brusini, journaliste Forever et surtout président du prix Albert Londres. Bonjour à vous Hervé. Salut, salut. Mais d'abord, focus. De la vidéo truquée à la manipulation de la vérité, les deepfakes font l'objet de très nombreuses inquiétudes. Du faux, plus vrai que nature, boosté par l'intelligence artificielle. Édouard Denuot revient sur cette définition tout de suite. Si vous ne connaissez pas le terme deepfake, vous en avez déjà sûrement aperçu un, au moins une fois quelque part. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. All done, folks. Alors, est-ce que maintenant, ça vous dit quelque chose? Le deepfake est une technique qui consiste à trafiquer une vidéo existante en y superposant un autre fichier vidéo ou audio. Grâce à cette technique d'intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui et à n'importe quel endroit. Dans cette vidéo, Mark Zuckerberg annonce dévoiler toutes les données personnelles des utilisateurs de Facebook. Il déclare également contrôler le monde et ce deepfake a semé la panique au moment de sa sortie. L'application la plus utilisée pour réaliser ces trucages est FakeApp et la technique la plus courante pour réaliser le deepfake est le FaceSwap. Grâce aux applications de FaceSwap, les utilisateurs peuvent remplacer le visage d'une personne par un autre visage tout en gardant le reste du corps intact. Même si le deepfake est principalement utilisé sur les personnalités publiques, il sert parfois à nuire aux personnes de pouvoir. Créé par le chercheur Ian Goodflow en 2014, le deepfake permet, grâce à un robot, d'adapter et de modifier des mouvements et des expressions du visage. C'est en 2017 que le phénomène se popularise et se développe de façon astronomique, avec des centaines de milliers de deepfakes trouvés en ligne. Des deepfakes qui mettent l'information au défi. Virginie Sassoon, vous êtes donc la présidente du Clémy. Les deepfakes, c'est très important de savoir réussir à les mesurer. Mais comment, justement, face à ces technologies, quelles sont les armes que les enfants peuvent avoir pour réussir à démêler le vrai du faux? Mais justement, nous, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation EDF et de leur exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge, on a produit un dossier pédagogique pour montrer comment les artistes s'emparent des deepfakes et des ressources pédagogiques qui permettent aux enseignants d'art plastique, aux enseignants d'histoire géo, aux professeurs documentalistes d'organiser justement des ateliers pour sensibiliser les élèves à toutes ces questions de la désinformation qui aujourd'hui sont très accessibles. Jeanne, les artistes s'emparent aussi des deepfakes, cette fois-ci pour nous faire réfléchir justement sur notre esprit critique, le sens de l'histoire aussi. Tout à fait, les artistes qu'on a pu voir donc dans cette exposition, mais aussi le deepfake, on peut faire des deepfakes avec des images peintes, par exemple, si on fait un documentaire, on va pouvoir animer le visage de Léonard de Vinci, par exemple, et il va pouvoir nous parler comme s'il était vivant, mais peint. Voilà. Donc c'est une utilisation qui peut être aussi intéressante. Hervé Brusini, ces deepfakes qui nous posent des problèmes à nous journalistes, comment se jouer de la technologie quand elle se joue de nous ? Vous parliez de l'art, ça me rappelle Magritte avec ce tableau très célèbre, ceci n'est pas une pipe. Oui, ça n'est pas Trump, ça n'est pas Obama, ça n'est pas la reine d'Angleterre. Et donc je pense que le signal doit être celui qui serait administré par une application à disposition de tous les citoyens, très jeunes ou beaucoup plus vieux, pour avertir sur le fait qu'on est face à un deepfake. Parce que ça ne peut être que de la technologie mise à disposition, encore une fois, de tous les consommateurs d'infos, de vidéos et autres, qui permettent
de savoir à quoi on a affaire. Il faut un signal indicateur, et ça, c'est une exigence qu'on peut tous formuler à l'égard de ceux qui produisent l'information et de ceux qui sont même derrière les grands géants de la technologie. Labelliser donc ces technologies pour pouvoir démêler le vrai du faux plus facilement. On va y revenir justement dans un instant avec vous deux, Hervé évidemment et Virginie, puisque c'est la 33e semaine de la presse à l'école. Comment justement se réapproprier l'information? On en parle tout de suite. Et on va d'abord démarrer avec des chiffres. Les 18-24 ans boudent-ils l'information? C'est ce qu'on pourrait comprendre du dernier baromètre 2022 de la confiance dans les médias qui vient justement d'être publié par le journal La Croix avec Kantar et OnePoint. Seulement 38% de ces jeunes des 18-24 ans donc déclarent s'intéresser à l'actualité. Et c'est une sérieuse claque parce qu'ils étaient encore 51% sur le baromètre il y a à peine un an à s'intéresser à cette actualité. Virginie Sassoon, vous êtes donc la directrice adjointe du Clémy. Vous menez cette semaine de la presse à l'école et vous intervenez sur l'éducation aux médias et à l'information tout au long de l'année aussi aux côtés des enseignants et des enseignantes. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces chiffres? Le fait de passer de 51% des jeunes qui suivent l'actualité à 38%, c'est une sérieuse claque pour nous. Oui, c'est une sérieuse claque et en même temps, ça s'inscrit quand même dans une continuité parce que, comme vous le savez, la crise de confiance, voire de défiance vis-à-vis des médias, elle n'est pas nouvelle, elle ne date pas de 2022. Donc ça doit nous interroger collectivement, à la fois les professionnels des médias et aussi les enseignants. Et justement, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est vraiment le temps précieux dans l'année, un temps fort. D'ailleurs, ça ne dure pas une semaine, ça dure plutôt un mois, pour faire rencontrer les professionnels des médias qui peuvent venir expliquer aux élèves leur métier, comment ils fabriquent l'information, comment ça se passe dans les médias. Pour les élèves aussi, puisque là, les conditions sanitaires permettent à nouveau d'alléger un petit peu la situation et d'ouvrir les médias, donc de visiter les coulisses des médias, de comprendre vraiment comment ça se passe. Et tout ça, ça permet de renouer aussi un lien de confiance et de déconstruire un certain nombre de préjugés, de fantasmes qu'on peut avoir aussi sur le monde de l'information. Hervé Brusini, si on regarde le détail de ces chiffres, justement de la façon dont ces 18-24 ans consomment l'information quand ils déclarent s'y intéresser, on a 76% de ces jeunes-là qui s'informent sur Internet, en majorité via les réseaux sociaux, à 65%. La bonne vieille télévision, elle arrive en source d'information à 20%. Et les sites et les applications de presse à 14%. Ça veut dire quoi? Qu'on ne sait plus les intéresser, ces 18-24 ans? Donc, ça veut dire qu'il faut que la bonne vieille télé et ceux qui la fabriquent soient également présents sur le domaine de l'Internet. Ça veut dire que nous avons à changer nos formes. Ça veut dire que nous soyons vigilants sur ces nouvelles manières d'exposer les discours. Vous voyez, par exemple, cette jeune fille qui vit en Ukraine. Parce que, en fait, nous avons une sorte d'épreuve de vérité terrible qui nous est administrée par cette guerre. Et il y a une jeune fille, je crois qu'elle vit à Kiev, qui sur TikTok montre un petit peu son quotidien avec des musiques parfois entièrement décalées par rapport à la cruauté de la situation. Eh bien, c'est un témoignage absolument remarquable et qui parle profondément aux jeunes. Et je retiendrai ce mot témoignage. En fait, elle donne de l'info à travers sa vie de tous les jours, de la même manière que le reporter sur le terrain doit accorder toute une valeur précieuse, absolue, aux mots et à l'image. C'est-à-dire le travail que fait en quelque sorte cette jeune femme est pour moi du même ordre que celui du reporter. C'est une narration, un récit. Je raconte ce que je suis en train de voir et en racontant ce que je suis en train de voir, j'explique comment je peux dire ce que je dis, c'est-à-dire comment je fais mon métier. Il y a à la fois le contenu, mais aussi ce qui permet que je vous offre ce contenu. Et c'est ça, ce lien que cette jeune femme opère avec toute une jeunesse, nous avons à opérer de la même manière, c'est-à-dire retrouver les fondamentaux du métier. Je crois profondément que le reportage est un de ces aspects-là. Ça veut dire quoi, avec que le prochain prix Albert Londres, il est sur TikTok ?
Ça veut dire qu'effectivement, nous ouvrons bien sûr nos perspectives sur le numérique. Vous savez, il y a un prix qui a été donné il y a 2, 3 ans à un livre qui était en fait un livre de 1000 tweets et qui décrivait la situation en Irak. Eh bien, bien sûr que le prix Albert Londres, comme le prix Pulitzer, doit s'ouvrir à ces formes. Et d'ailleurs, nous recevons d'ores et déjà en presse écrite des choses qui ne sont pas réellement de la presse écrite, mais qui sont issues du web. Par exemple, Les Jours ou d'autres grandes plateformes nous envoient leurs écrits et en fait, à la base, ou Mediapart, ce sont des grandes enquêtes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les fondamentaux. La forme, eh bien, venir à ces formes modernes, c'est une évidence. Et ces fondamentaux, justement, on les revoit ou on les apprend tout simplement avec la semaine de la presse et des médias à l'école et avec vous, Virginie Sassoon. Qu'est-ce qu'on fait pour les 62% des 18-24 ans qui délaissent l'information? Alors, l'action, justement, de cette semaine de la presse et des médias à l'école, elle intervient en maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, donc elle intervient juste avant que les jeunes ne délaissent l'info. C'est le meilleur moment justement pour leur donner ce réflexe, pour leur apprendre aussi à la voir tout court. Oui, et pour revenir sur ce que disait Hervé Bourzuni, avec lequel je suis entièrement d'accord sur le fait que les fondamentaux du journalisme, finalement, ils s'émancipent complètement des formats. Et quand on dit que les jeunes se désintéressent de l'actualité, ils s'intéressent peut-être d'une certaine forme d'actualité qui n'est pas forcément designée pour eux, puisque quand on voit le succès des médias comme Brut, par exemple, pour n'en citer qu'un, ils adhèrent complètement à ces formats qui sont effectivement peut-être plus transparents, plus dans le témoignage, plus aussi parfois dans l'émotion, ce qui pose tout un tas de questions en éducation, médias, à l'information. Mais pour vous répondre, oui, c'est important pour nous, c'est un de nos enjeux de toucher de plus en plus d'écoles, puisque la semaine de la presse et des médias, c'est un dispositif qui est très bien connu des collèges et des lycées, et qui est principalement porté par les enseignants documentalistes. Mais dans les écoles, il y a un vrai travail à faire, et notre priorité, c'est aussi de commencer dès le plus tôt possible, puisqu'on a 4 700 000 élèves qui participent cette année, donc on est super heureux, 270 000 enseignants, et plus on commence tôt à les sensibiliser, et l'enjeu c'est du coup aussi d'avoir des ressources qui sont adaptées pour commencer dès le plus jeune âge. Là on sort un jeu qui s'appelle « Qu'est-ce que tu fabriques ?» et c'est pour les tout petits, et l'idée c'est d'apprendre à faire la différence entre information et communication. C'est quoi un article? C'est quoi une publicité? Donc ça commence aussi par là. Et justement, cette variété de public, cette variété d'enfants, maternelle, école primaire, collège, lycée, comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne mesure pour s'adresser à eux, pour leur montrer ces coulisses, cette fabrique de l'information en fonction de leur âge? Est-ce que c'est d'abord une question d'âge? Alors c'est une question d'âge, c'est aussi une question de pratique informationnelle. On voit que selon les quartiers, selon les milieux sociaux, en fait, les enfants n'ont pas forcément le même rapport à l'information. Et ça raconte le fait que l'éducation aux médias, c'est aussi un enjeu de coéducation. Si vous grandissez dans une famille avec des parents qui vous transmettent leur goût des médias, de la lecture, de la presse, ce n'est pas la même chose que dans une famille où le rapport à l'actualité se fait de manière un petit peu aléatoire ou pas du tout pensée. Donc il y a des différences sociales, culturelles, géographiques dans le rapport à l'information, et justement le fait de pouvoir organiser ce temps fort avec toutes ces rencontres, toutes ces formations, toute cette opportunité aussi pour les enseignants. Il y a quand même 1 million de journaux papier qui sont distribués dans les écoles, et je remercie au passage notre partenaire de la Poste sans qui tout ça serait pas possible. C'est aussi une opportunité pour tous les élèves, quel que soit leur environnement et leur horizon, de se familiariser en fait avec le monde des médias. Hervé, justement, comment est-ce qu'on parle d'information? Comment est-ce qu'on emmène ces enfants, ces collégiens, ces lycéens dans les coulisses de l'information? Est-ce qu'il y a une méthodologie différente à avoir en fonction de l'âge des enfants auxquels on s'adresse? On peut penser notamment au Petit Libé, le travail formidable que font nos confrères de Libération pour expliquer l'actu aux plus petits sur des événements dramatiques, mais aussi sur l'actualité de tous les jours. Oui, il y a une dimension de sur-mesure à laquelle faisait allusion Virginie. Par exemple, on verra pendant cette semaine, et en fait ce sont des semaines d'éducation à la presse et aux médias, une vidéo que moi j'ai trouvée absolument extraordinaire. C'est une jeune enseignante
qui est là avec ses enfants, si j'ose dire, en maternelle, et qui leur propose trois éléments, trois propositions, trois phrases, et laquelle est de l'information. Alors il y en a une, c'est Édouard préfère le riz aux patates. La deuxième, c'est l'école est ouverte de 8h20 à 8h30 pour y arriver. Et il y aura bientôt une fête le 16 décembre pour Noël. Laquelle est de l'info? Et là, il y a les enfants qui réfléchissent. Et elle dit, ben, ce qui a de l'info, c'est ce qui est nouveau, c'est ce que vous ne savez pas. Et donc, bien sûr, ils finissent par dire, ben, c'est le 16 décembre. Oui, mais il faut vérifier. Alors, ils vont tous chez la directrice pour lui demander s'il y aura vraiment une fête le 16 décembre. Vous voyez, derrière ce côté tout à fait charmant et candide, il y a les fondamentaux. Il y a ce qui définit effectivement une info, et on voit bien, avec l'âge aidant, quel autre type d'agrégat on peut mettre en place pour aller de plus en plus vers la forme plus sophistiquée qu'on consomme dans les journaux ou sur Internet. Et je trouve ce travail absolument remarquable parce que il est dans la racine des choses, et il ferait même du bien parfois dans les rédactions à revoir ce qu'est réellement l'info et à recomprendre en quoi consiste, par exemple, le reportage dont je parlais tout à l'heure. Parce que je crois réellement qu'actuellement, dans les familles, il y a un choc de cette guerre, dans son atrocité. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que les gens repoussent l'image parce qu'ils se sentiraient exclusivement agressés par l'image. Non, ils doivent être informés. Et pour être informé, il faut être pris par la main. Il faut dire, venez, on va ensemble regarder ce qui s'est passé aujourd'hui à Kiev, à Lviv, et je vais vous dire comment j'ai fait, comment on a pris la voiture, comment on dort, comment on va retrouver les personnes qui sont dans les abris. C'est-à-dire faire en sorte qu'on humanise cette guerre qui ne l'est pas humaine. Et ça, c'est le travail du journalisme. Expliquer justement, redonner les bases, les fondamentaux pour comprendre même comment est-ce qu'on fabrique comme des artisans notre métier et cette information. Et c'est vrai que pour la deuxième année d'affilée, cette semaine de la presse et des médias à l'école, elle a pour thème comprendre le monde qui nous entoure, un monde qui est plus que jamais complexe. Hervé évidemment vient de le rappeler. On vient d'entrer dans ces années 2020 qui sont des années de choc et de crises multiples et où la vérité a été mise à mal, notamment la vérité scientifique, Hervé, avec la crise du Covid et la bataille de l'information, vous venez de le rappeler là aussi, livrée entre les différentes parties prenantes de la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui à donner une définition simple d'un fait et de la vérité? Vaste question. L'établissement du fait, c'est quelque chose qui intéresse tous ceux qui tournent autour de cette question du savoir. C'est-à-dire les scientifiques, les historiens, et précisément le domaine de l'éducation. Finalement, l'éducation, c'est donner à la connaissance des uns et des autres, offrir à leur connaissance des faits. Et donc, par la même expliciter de quelle manière ils ont été établis, ou par des scientifiques, ou par des historiens. Et c'est là où, en fait, le travail entre les journalistes et l'éducation se rencontre, parce que nous travaillons dans le même champ. Nous faisons une sorte d'établissement des faits sur le terrain en temps réel. Ça veut dire que le fait n'est pas établi une fois pour toutes, ça veut dire qu'il progresse. Ça veut dire qu'on peut avoir des démentis, on peut dire à quel point on a dit quelque chose, mais que c'était faux au moment où on l'a dit. Et le tout est de le reconnaître, Hervé, j'imagine. Pardon ? Le tout étant de le reconnaître et de l'expliciter au fur et à mesure. Mais naturellement. Mais de le dire, de cranter ça. Et ça a été, moi je pense, une des grandes caractéristiques de la pandémie, de tout ce qui s'est passé sur un savoir à propos d'un virus que nous ne connaissions pas et auquel il a fallu adjoindre de la connaissance jour après jour. C'est un énorme défi ce que nous avons vécu, c'est-à-dire ce processus de compréhension au jour le jour, était quelque chose de très neuf parce que, ayant relation avec la science, ça a été un choc énorme pour la vérité dont vous parliez. Et maintenant, nous avons cette guerre qui est un autre type, effectivement, de sujet à traiter pour lequel, encore une fois, le reportage est extrêmement adapté parce que les faits
Si vous voulez, tout ce que nous collectons en ce moment, ce sont des pièces à conviction pour l'histoire. Et ça, c'est une énorme responsabilité. Comment justement devenir ces citoyens éclairés de l'histoire? Comment mieux appréhender l'information? On continue à en parler justement avec vous, Hervé, et avec Virginie Sassoon dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Un zap réalisé comme d'habitude par Cheryl Jessica Isengé. All right, here we go. Oh, look at him settle into it. Oh, buddy. Yes. My good man, to the market. This is amazing. Oh, yes. Like my costume? Yo, that's so cool. How are you doing that? I've got a Nimbus 2000. Oh, I see. Mirror. Wait, is that my longboard? Oh, longboardio! Et nous sommes de retour évidemment sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Virginie Sassoon. Virginie, vous êtes directrice adjointe du Clémy. Vous menez cette semaine des médias et de la presse à l'école. Hervé Brusini, toujours président du prix Albert Londres et toujours de très bons conseils quand il s'agit de décoder l'information. Et puis pour cette deuxième partie d'émission, on accueille aussi Elena Pavel. Elena, vous êtes professeure d'histoire-géographie, coordinatrice académique des classes médias, parce que l'éducation à l'information, bien sûr, c'est tout au long de l'année. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et d'abord, évidemment, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, on parle littéralement en immersion avec toi. Tout à fait. Je voudrais parler d'une évolution dans l'art qui est qu'on passe d'une tendance à l'art visuel, à la peinture, à un art immersif. On passe d'un artiste peintre américain né en 1903 qui s'appelle Mark Roscoe, qui crée des œuvres d'art qui sont des champs de couleurs, à un artiste qui s'appelle James Turrell, américain né 40 ans après, qui lui crée des espaces de contemplation fait de lumière en fait, et qui sont faits de telle façon qu'on ne sait pas d'où vient la lumière, on ne sait pas non plus où commence l'espace et où s'arrête l'espace. Et il y a comme ça, on gravite dans un espace de rêve. Mark Roscoe avait déjà prévu un petit peu cette absence de limite entre le spectateur et l'œuvre d'art parce qu'il avait enlevé le cadre de son image. Donc, il créait aussi lui-même un champ presque de pré-immersion. Oui, c'est-à-dire qu'on passe d'une œuvre qu'on regarde à une œuvre dans laquelle on va pouvoir évoluer. Oui, tout à fait. Mark Roscoe, il a évolué dans l'Amérique des années 50, qui est une époque et un pays où l'image, en fait, devient omniprésente. Elle est dans les journaux, elle est à la télévision, elle est sur les affiches et elle est dans la ville. Et en fait, si vous voulez, on passe d'une vision focale, qui est une vision où on fait face à une image et on la regarde et on comprend son caractère intelligible, à une vision plus périphérique, c'est-à-dire que le corps va expérimenter l'espace où on a des images. Et en contre-pied à ce grouillement, on va s'attarder sur une œuvre de Mélanie Courtina, qui est une jeune artiste qui travaille autant dans les jeux vidéo que dans les vidéos, que dans les environnements, et qui là nous propose une fresque digitale. Vraiment contemplatif, c'est une œuvre baroque qui a été créée pour un magasin de Dolce & Gabbana à Rome, place d'Espagne,
qui fait que l'architecture n'est plus quelque chose de fixe. L'architecture elle-même devient le lieu d'une évolution temporelle de l'image. Et on a une universitaire, Catherine Hayles, qui a théorisé deux types d'attention. On a l'attention profonde, deep attention, qui est une attention linéaire et suivie qu'on va utiliser et mobiliser quand, par exemple, on lit un livre. Et elle parle d'une autre attention qui est l'hyperattention. L'hyperattention, c'est une attention qui correspond à des changements rapides de focus et qui décrit un petit peu l'attention qu'on sollicite avec notre environnement surinformatif. Et cette artiste, Mélanie Courtina, c'est pas un hasard si elle a choisi une œuvre baroque, parce qu'en effet, cette peinture-là, elle fait écho au XVIIIe siècle à un environnement aussi où on crée des images pour l'architecture, où on est un peu dans une sorte de scrolling où tout est information, où tout fait image, et qui préexiste dans cette faculté qu'on a à être dans un dispositif d'illusion. Et on peut dire aujourd'hui que c'est cette gabegie de scrollage baroque. Et finalement, c'est pas si nouveau que ça. Non, l'histoire est faite de grandeur et de décadence, Marjorie. Surtout de décadence. Et surtout de décadence, une décadence qui, évidemment, se répète. On est dans une époque où on a une surabondance d'images, mais les artistes d'hier, quand eux, ils utilisaient des pigments, aujourd'hui, les artistes vont utiliser des data comme une matière pour faire des œuvres d'art. Un artiste très intéressant aujourd'hui s'appelle Refik Anadol. C'est un artiste turc qui a fait une œuvre qui est au Salt, qui est un lieu d'art qui est à Istanbul, qui en fait est un lieu qui a numérisé énormément d'archives de la ville d'Istanbul. Lui, Refik Anadol, il a utilisé 1,7 million d'images qu'il a mis en espace et grâce à l'intelligence artificielle, il y a des liens qui sont mis en évidence entre les différentes images et en fait, il nous fait arriver comme ça au cœur de la machine, au cœur de ce nuage de données qui nous environne mais dont on n'est pas toujours conscient. Et on a l'impression d'être dans l'œil, si je dis, du cyclone, ou en tout cas du tunnel, en voyant ces images, en voyant ces datas, justement, s'animer au fur et à mesure. Ça veut dire quoi, si on est immergé dans la data, qu'on va être aussi immergé dans la matrice ? Ça veut dire qu'on est un peu, en effet, immergé dans la matrice. Ce que j'aime bien dans la matrice, c'est que c'est vraiment une rencontre entre quelque chose qui est ultra technologique et en même temps quelque chose qui est extrêmement primordial, vraiment originel. Et la technologie, elle peut répondre à ces deux choses et à ce changement aussi qu'il faut prendre en compte, à savoir qu'on a eu tendance à influer sur l'environnement. Il faut aussi savoir que l'environnement peut influer sur nous et peut influer sur les œuvres. Et on a un art. Par exemple, quand on parlait de l'obsolescence de l'image qui va se transformer en immersion, on peut aussi parler et prévoir une obsolescence de l'écran qui peut-être est quelque chose qui va appartenir à hier dans pas longtemps. Par exemple, quand on parle d'hologramme, l'hologramme, c'est l'immersion dans l'écran, c'est-à-dire que c'est un principe d'ionisation de l'air qui va faire que l'image, en fait, va exister devant nous, mais pas limitée dans un petit cadre. Et Johanny Lemercier, c'est un artiste contemporain qui est assez jeune, qui lui aussi s'échappe de l'écran, qui en fait projette un nuage de gouttelettes d'eau et dans lequel il va projeter son œuvre qu'il appelle Constellation, qui fait qu'on est vraiment immergé dans l'image et dans cette matrice-là hyper technologique et en même temps hyper primordiale qui est notre rapport au cosmos. Merci Jeanne pour cette voie lactée d'information et d'immersion. Justement, c'est intéressant ça, le fait de se dire que l'art aussi, à Virginie, peut être un passage, peut être un passeur finalement entre la façon dont on interprète la technologie, ces informations et notre sens critique. Parce que ce que ces artistes nous disent, Jeanne aussi quelque part, c'est qu'il faut sens critique garder.
Oui, complètement. Il y a d'ailleurs un des artistes dans l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge de la Fondation EDF, Sean Foncuberta, qui crée des images factices, des paysages factices et qui dit « je veux inoculer le virus du faux pour développer les anticorps de l'esprit critique ». Et je trouvais que c'était assez joliment dit. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin des artistes pour nous aider à penser le monde différemment. Et sur la question de l'information et de la désinformation, ils sont d'un apport précieux et très stimulant intellectuellement. Penser le monde et le comprendre surtout. On continue justement à en parler tout de suite avec Virginie Sassoon, Hervé Brusini et Elena Pavel. Et je vais démarrer avec vous justement, Elena, puisque je le rappelle, vous êtes prof d'histoire-géo, mais surtout coordinatrice académique des classes médias. Et oui, l'éducation aux médias, c'est tout au long de l'année, pas seulement pendant la semaine, qui est presque un mois, nous disait Virginie tout à l'heure, de la presse et des médias à l'école. Comment est-ce que vous, en tant justement qu'enseignante, vous utilisez ces outils, cette boîte à outils que le Clémy peut mettre à votre disposition pour pouvoir enrichir vos cours et pour pouvoir, encore une fois, élever cet esprit critique pour vos élèves ? Alors, le Clémy Paris a créé un dispositif qui est très riche, qui est le dispositif des classes médias. Et ce dispositif, en fait, permet à une classe choisie par les enseignants, c'est une pédagogie de projet, d'être initiée ou éduquée, en tout cas, aux médias tout au long de l'année. Ça veut dire que toute l'année, pendant 1 à 2 heures, les élèves vont avoir un cours de classe média. Le Clémy Paris forme les enseignants, propose au PAF un nombre de stages sur des sujets différents. L'enseignant peut choisir. Et lorsque l'enseignant a ouvert sa classe média, il peut se tourner vers le coordinateur académique pour être accompagné, aussi bien dans sa progression que dans ses prises de contact avec les journalistes. On met en relation des associations, des formateurs. Voilà, on a à la fois un rôle de transmission, d'accompagnement et de formation. Oui, et un rôle absolument fondamental. C'est vrai que c'est un triptyque, Virginie, qui est en train de se dérouler sur cette éducation aux médias. Organismes comme le Clémy d'un côté, profs, enseignants, enseignantes, journalistes comme Hervé Brusini et élèves. Il faut vraiment que ça puisse prendre forme. Et en fait, c'est un jeu de billard à 3 bandes, mais qui se répond bien. Oui, et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que l'actualité fait que, malgré cette tragédie, enfin, au-delà de cette tragédie, cette complémentarité se ressent particulièrement en ce moment. Et ce que disait Elena est très important sur la question de la formation. Et je voulais aussi indiquer aux enseignants qui nous regardent qu'ils n'hésitent pas à consulter le programme de la semaine de la presse et des médias dans l'école parce que, effectivement, la formation des enseignants, c'est absolument crucial. Et pendant cette semaine, qui dure 1 mois, on propose tout un programme de webinaires. Ça, c'est l'avantage aussi du numérique pour se former, pour comment participer à la semaine de la presse, se former à la question de la vérification de l'information. Et voilà, c'est vraiment un des enjeux aussi importants. C'est pour le Clémy d'accompagner les enseignants qui soient en mesure aussi de s'emparer des ressources qu'on leur propose. Oui, dans ces ressources pédagogiques, il y a par exemple plusieurs items comme comprendre comment s'effectue réellement la modération sur les réseaux sociaux, qui sont ceux et celles qui modèrent les commentaires, apprendre à distinguer, on en parlait tout à l'heure, une information d'une communication, repérer les erreurs de la data visualisation, ou réaliser des vidéos à la manière de Brut. C'est très pragmatique, Elena, ce qui vous est proposé. Oui, l'idée, c'est quand même que les enseignants n'aient pas à se former sur un temps trop long, parce qu'un enseignant qui anime une classe média, il a aussi ses cours disciplinaires à côté, il ne fait pas ça toute sa semaine. Donc, c'est aussi de leur donner des séances clés en main, ou en tout cas des conseils et des pratiques qui vont pouvoir être réinjectées directement dans les cours, en fait. Et vous voyez justement que ce virus du décryptage du monde et de l'information commence à prendre parmi vos confrères et vos consoeurs ? Il est en fait, on n'a pas le choix. Il est plus que nécessaire. On est, la guerre en Ukraine le montre, inondé d'informations, d'images. Donc déjà avec le Covid, les collègues de SVT, oui, avaient été mis quand même à contribution. Et en fait, ça s'accélère, ça va toujours plus vite. Au fur et à mesure que les théories du complot se multiplient, et à chaque fois que vous avez un événement important, vous avez derrière une traînée de théories du complot qui fleurit. Les enseignants sont confrontés en fait en permanence aux questions des élèves qui vont, eux, absorber ces théories du complot
Pas par calcul, tout simplement parce qu'il arrive sur leur téléphone et parce qu'elles sont extrêmement virales, elles sont de plus en plus vraisemblables. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec l'art, l'imitation, tout cet ensemble qui mélange le vrai et le faux en fait. Et donc l'enseignant finalement finit par devoir répondre à ces questions. Donc l'idée, c'est d'armer les enseignants et les enseignantes pour faire face justement à ces questionnements d'élèves qui pourraient arriver, ou parfois même l'idée de pouvoir pousser les élèves dans leur retranchement en leur disant peut-être que l'image que tu es en train de regarder, peut-être que le commentaire que tu es en train de lire ou l'article qui te semble être vraisemblable n'est pas forcément celui à suivre. Exactement. Et là-dessus, il y a une véritable évolution en fait de l'éducation aux médias. On ne fait plus de l'éducation aux médias aujourd'hui comme on en faisait il y a 15 ans. Les séances d'éducation aux médias, il y a 15 ans, 20 ans, étaient une découverte en fait du champ médiatique, du métier de journaliste. Voilà, les élèves rédigeaient un article, décryptaient une une, voilà. Mais depuis 5 à 6 ans, un petit peu plus, on a basculé complètement dans l'éducation à l'esprit critique. C'est ce que vous disiez. Et vraiment éveiller cet esprit chez les élèves, leur montrer que on cherche à les tromper et leur montrer qu'il y a un intérêt pour certains groupes en fait à désorienter, à déstabiliser. Et il faut vraiment que les élèves se posent la question à chaque fois de qu'est-ce qui est vrai, quelle est la source, qui est l'énonciateur. Et finalement, dans cette transmission de messages, quand il est biaisé, qu'est-ce qu'on veut me faire faire aussi ? Hervé, c'est très intéressant ce dont témoigne Elena en ce moment même, parce qu'on est passé, comme elle le dit, d'une situation où on montrait les coulisses de ce métier de journaliste à ses enfants à aujourd'hui le fait de leur dire attention, quasiment la meilleure défense, c'est l'attaque en matière d'information. On va aller à rebours, on va débusquer ces fausses nouvelles, ces contre-vérités que parfois on aimerait vous faire croire. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Il reste toujours la dimension de la construction de l'info, du métier de journaliste, de comment font les reporters, avec évidemment, comme le disait Elena très justement, le développement de l'esprit critique, ce qui est absolument indispensable, puisque on s'aperçoit qu'on est maintenant dans un quotidien belliqueux permanent qui s'en prend à un des fondements de la démocratie, à savoir ce qu'on peut appeler la vérité. Œuvrer, si vous voulez, exister dans une société où il n'y a plus de vérité est quelque chose qui ressemble à une petite mort quotidienne du citoyen et qui, à mon avis, déstabilise terriblement, y compris dans les têtes. Nous ne savons plus où quelque chose est blanc, où quelque chose est noir, et ce doute qui est instillé de manière permanente crée un déséquilibre fondamental. Donc on voit à quel point la responsabilité de l'éducation nationale est énorme, et du monde de l'information aussi, parce qu'il permet aux citoyens quelque part de garder un peu une raison active et non pas une raison qui est autodestructrice. Et donc je crois aussi dans la vertu, vous voyez, de héros positifs qui peuvent comme ça s'adresser à la jeunesse. Par exemple, je crois beaucoup à ce petit livre qui s'appelle Nellie Bly, Les aventures fabuleuses de Nellie Bly. C'est une jeune fille justement qui a 20 ans et qui, à la fin du 19e siècle, va parcourir le monde parce qu'elle va essayer de remporter un défi par rapport au héros de Jules Verne avec Phileas Fogg qui fait le tour du monde en 80 jours. C'est une fiction. Et ben elle va essayer de relever le gant en le faisant réellement. Et elle va rencontrer Jules Verne et après elle va parcourir le monde entier. Et c'est génial à lire. Et donc je crois qu'on peut aussi, avec cet esprit critique, donner l'exemple d'un certain nombre de jeunes femmes ou d'hommes comme Albert Londres, mais il y en a plein d'autres, qui sont des grands fabricants, des grands témoins de leur époque, et on a envie de les suivre. Et je pense qu'ils peuvent faire figure d'exemple dans l'amour de l'information, parce que derrière, il y a l'amour de l'engagement, il y a l'amour d'une humanité, il y a l'amour des autres, il y a la capacité de parler, de formuler des idées. Voilà, on voit à quel point l'enjeu est de grande ampleur.
Oui, des rôles modèles qui nous permettent aussi de pouvoir nous guider, d'avoir des repères justement sur qui sont ces influenceurs et ces influenceuses de l'information qui peuvent nous aider à la décrypter. Mais soyons fous, Hervé, peut-être que ça peut même susciter des vocations. Mais la vocation, elle est déjà en place. Les jeunes sont déjà en train de produire les récits, la narration de leur propre vie, de tous les instants, parfois même de leur intimité, avec tous les risques que ça comporte. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias, c'est-à-dire l'éducation aux mots, l'éducation à l'image, est fondamentale pour apprendre à un respect du mot, à un respect de l'image, et à faire en sorte que elle ne soit pas destructrice, comme je le disais, des raisons, destructrice d'un environnement social, mais que ce soit quelque chose qui soit au contraire tourné vers le sens d'une collectivité et pas d'une une sorte de manifestation de singularité qui peut devenir, je dirais, redoutable pour la personne elle-même, pour les enfants eux-mêmes. Donc, cette éducation est essentielle parce que le vecteur est déjà celui-là. Via les smartphones, ils et elles se parlent par image, et bien sûr par les mots qu'ils emploient. Donc cette structuration-là est absolument fondamentale. L'air de rien, éducation aux médias et à la presse, c'est une éducation, je dirais, profondément structurante. D'où, encore une fois, une responsabilité collective entre nous, les journalistes qui produisons cette information, l'éducation nationale, et évidemment les familles, extrêmement importantes. Ouais, c'est peut-être une méthodologie qui peut nous permettre à être un kit de survie pour naviguer justement ces années qui décidément s'annoncent bien compliquées sur cette décennie. Mais justement, il y a aussi un mot très important, Hervé, que vous venez de prononcer, c'est celui de smartphone, c'est aussi celui de collectif. Virginie, quand on parle de collectif, on se dit aussi qu'on a parfois un peu perdu de vue le débat d'idées et la façon de confronter ses opinions. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est plus habitué à conforter son opinion plutôt qu'à justement partager ses idées, avoir ce débat d'idées qui peut être parfois un peu musclé, mais qui justement est sain pour la démocratie et pour la formation de cet esprit critique. Le Clémy s'est emparé, je crois, de cette question. Oui, tout à fait. À travers en valorisant en fait l'expression des élèves et leur expression médiatique, on organise le plus grand concours de médias scolaires. On a près de 1800 médias et une des priorités de cette semaine de la presse, c'est de valoriser l'expression médiatique des élèves, parce que dans cette expression, et quand on apprend finalement à écrire pour informer, à débattre à la radio, mais on apprend à s'écouter, on apprend à argumenter. Et au final, pour rejoindre aussi ce que disait Hervé, l'éducation aux médias à l'information, c'est une sorte de boussole en fait pour nous tous, pour faire face justement à ces désordres de l'information. Ça nous permet aujourd'hui de réaliser à quel point savoir chercher, savoir vérifier, savoir publier une information, c'est des compétences qui sont indispensables pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands et jusqu'aux familles, comme le soulignait Hervé. Oui, Elena, justement, dans les classes que vous avez la chance de pouvoir manager en histoire et en géographie notamment, c'est aussi une boussole, comme le disait Virginie, le fait de se dire que cette méthodologie, cette éducation aux médias, elle permet finalement de servir dans une pédagogie à 360 degrés. Mais en fait, c'est quelque chose qui est ancien, hein, notamment en histoire-géographie, dans les sciences. C'est la critique de la source, tout simplement. C'est ce qu'on vous apprend dès votre entrée au collège, c'est la critique du document, qui écrit, qui parle, pourquoi, dans quel contexte. Et finalement, quand vous analysez un document du XIVe siècle, vous vous posez les mêmes questions que quand vous lisez un article du Monde ou un tweet sur un réseau. Et justement, le fait de se dire qu'aujourd'hui, il faut redonner le goût du débat et du débat sain, si j'ose dire, entre ces élèves. Le fait de leur dire qu'ils ont le droit, et c'est bien justement de confronter ces opinions. Est-ce que c'est un jeu, j'allais dire, mais c'est loin d'être un jeu pour le coup. Est-ce que c'est un exercice auquel ils se prêtent assez facilement ? Oui, et c'est quelque chose qui est employé par plusieurs collègues, le débat. Ça a commencé notamment par la philosophie. Il y avait des rencontres philo, des ateliers philo. Dans les sciences aussi, ils débattent. Donc oui, le tout, c'est, vous le savez, d'instaurer des règles, que ça soit constructif. Et comme l'expliquait très bien Virginie, c'est le respect.
c'est aussi l'occasion pour eux d'écouter l'autre, parce que finalement, sur les réseaux sociaux, ils bombardent, et puis il n'y a pas forcément d'échange. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un temps pour chacun, vous avez un maître du temps, vous avez un bâton de parole, il y a plein d'astuces en fait, pour réglementer tout ça. Les enseignants sont assez créatifs, et vraiment, l'idée, c'est qu'au bout de cet échange, il en sorte quelque chose de positif. On peut ne pas être d'accord, mais il y a le respect de l'opinion, le respect de l'autre, et c'est ce que disait Hervé, c'est un des fondements de la démocratie, en fait. Et on peut faire justement confiance aux enseignants et enseignantes comme vous, Elena, pour pouvoir porter haut ces couleurs du débat et cette envie justement de pouvoir encore plus faire fonctionner cet esprit critique parmi vos élèves. Hervé, j'avais envie de terminer cette émission avec vous, si vous me le permettez. Est-ce que vous êtes confiant pour la génération qui vient, cette future génération de consommateurs, mais aussi de producteurs d'informations? Vous la voyez comment ? Moi, je suis fondamentalement optimiste. D'abord, je trouve que le numérique a obligé les journalistes à descendre de leur piédestal et à s'expliquer, à rendre des comptes. Maintenant, nous avons affaire à un trouble beaucoup plus profond et planétaire, qui est celui de cette question de la vérité. Et je trouve que c'est un combat fondamental et je suis persuadé que on le remportera. On le remportera parce que justement, il y a cette mobilisation dans notre pays. Mais par exemple, j'ai appris avec cette semaine qui n'en est pas une puisqu'elle est très longue, qu'il y a des initiatives européennes et qu'il y a donc, tout comme il y a des travaux européens et mondiaux de groupes de journalistes sur l'investigation, ben, il y a aussi une sorte de prise de conscience de l'enjeu de l'information qui traverse les pays, qui traverse les cultures. Et donc, je crois fondamentalement que ce que vous avez montré sur l'art, par exemple, qui est une sorte de vécu par l'expérience du geste artistique. C'est-à-dire, je suis confronté à un univers et donc je vis une expérience. Et l'idée, c'est de faire se rencontrer l'expérience et la connaissance pour structurer en quelque sorte le citoyen qui n'est plus seulement un citoyen français, mais un citoyen du monde. Et on voit bien à quel point toutes ces technologies mettent à la disposition des pistes et qu'il faut essayer de les rabouter pour en faire quelque chose d'utile à un débat apaisé, effectivement, dans le respect apaisé, où il y a le vrai échange d'idées, mais apaisé. Et donc, oui, moi, je suis très, très optimiste parce que sinon, je trouve que c'est ce qui donne tout le sens à ce que nous faisons tous, aux profs, aux journalistes et j'espère aux familles. C'est cet optimisme qui fait qu'on s'engage parce qu'on est sûr qu'on y arrivera. L'optimisme d'Hervé Brosini qui envahit à la fois le plateau de l'École du Futur, mais aussi la régie. Je tenais à vous le dire, car je pense que vous avez des fans qui vont continuer à vous suivre et suivre les travaux du prix Albert Londres. Merci infiniment, Hervé. Merci à vous. Merci, Elena Pavel, pour évidemment votre témoignage et toutes les actions que vous menez avec vos classes au quotidien. Merci, Virginie Sassoon, pour toutes les initiatives du Clémy. Évidemment, vous venez quand vous le voulez dans l'École du Futur. Et merci à Jeanne, comme toujours, d'élever notre esprit critique et artistique. Et merci à vous de nous avoir suivis. Allez, on se retrouve dès demain en plateau dans l'École du Futur.